Bonjour et bienvenue à New York dans un épisode à la carte spécial. Au menu du jour, nous allons découvrir l'histoire de la ville de New York, ses quartiers et ses monuments. C'est parti! I'll make a brand new start of it in old New York. Mais avant de commencer la visite, faisons un petit retour en arrière de 500 ans pour voir les origines de cette ville fantastique. Nous sommes le 17 avril 1524 et l'explorateur florentin Giovanni da Verrazzano découvre le site de la future New York. Il est au service du roi de France François Ier. Il cherchait un nouveau passage vers les Indes qu'il ne trouva pas. Il appellera ce territoire Nouvelle-Angoulême. Le pont reliant Brooklyn à Staten Island porte aujourd'hui le nom de Verrazzano. En 1609, l'explorateur anglais Henry Hudson, qui a donné son nom au fleuve, au service des Hollandais, explore les environs et décrète que ces terres sont la propriété de la Hollande. Sur place, il trouve les Indiens Lenape et les Algonquins. Ils appellent leur territoire Menaté, ce qui signifie île. Ce mot donnera le nom Manhattan. En 1614, la Compagnie hollandaise des Indes occidentales y crée une colonie baptisée Nouvelle-Hollande. Son emplacement se situe au sud de Manhattan. En 1626, le nouveau gouverneur Pierre Minuit officialise la création de la Nouvelle-Amsterdam en achetant pour 60 florins l'île de Manhattan aux Indiens. La ville est alors peuplée de 260 habitants. Petit à petit, les tensions avec les populations locales augmentent et atteignent leur apogée quand, en 1643, les colons massacrent une centaine de Lenapes, hommes, femmes et enfants. S'ensuit une guerre qui durera 2 ans. En 1653, un mur de protection au nord de la colonie fut donc construit. Ça deviendra la future Wall Street. En 1664, sans combattre, les Anglais s'emparent de la ville et la rebaptisent New York en l'honneur du frère du roi Charles II, le duc d'York. Il y a alors 1500 habitants. La ville se développe rapidement et attire beaucoup de migrants, souvent pauvres. Elle est insalubre, les rues boueuses et les épidémies de choléra y sont fréquentes. Il y a aussi de nombreuses révoltes contre la couronne britannique, comme celle de 1765 contre l'instauration de timbres fiscaux, Stamp Act. En 1776, les 13 colonies britanniques déclarent leur indépendance. L'armée anglaise occupe immédiatement New York et la ville est partiellement ravagée. La guerre finie, New York devient la capitale provisoire des nouveaux États-Unis de 1784 à 1790. George Washington y prêtera serment sur le balcon du Federal Hall. En 1792, sous un arbre, un marché boursier est créé à Wall Street. Si, ça sera la future bourse de New York. En 1811, une commission crée les futurs plans de développement de New York. Ils adoptent un plan quadrillé avec 16 avenues, traversant la ville du nord au sud, traversées de 155 rues d'est en ouest. En 1835, un terrible incendie ravagea New York. On en profita donc pour reconstruire la ville avec des briques et en aménageant des escaliers de secours. Ce fut le dernier grand incendie que la ville connut. Du coup, l'aménagement de la ville s'accélère et Manhattan devient alors un terrain de jeu pour la spéculation immobilière et pour l'expérimentation architecturale. À propos d'architecture, quoi de mieux pour commencer notre visite que de grimper sur les hauteurs du Rockefeller Center afin de prendre la mesure du gigantisme de cette ville. Avec ses 259 mètres, le Top of the Rock n'est pas le plus haut sommet de Manhattan. Par contre, il offre l'une des plus belles vues. Avec de ce côté l'Empire State. Et si on traverse de l'autre côté, on a vue sur Central Park. Alors, on peut voir ici l'Empire State, juste derrière One World Trade Center. Et encore plus loin ici, mais il faut que je change de caméra, la Statue de la Liberté. Et des photos de mariage se font ici. Sympa. Et voilà, on est devant le Rockefeller Plaza. C'est ici que se trouvent les studios de NBC. Le Rockefeller Plaza est aussi célèbre pour ça. Voilà, la fameuse patinoire. C'est aussi ici qu'il y a l'arbre de Noël géant. Chaque année. Harlem. Harlem, c'est un village qui a été construit aux alentours de 1826, très rural, jusqu'à ce que le train arrive à la fin du 19e siècle.
Et à ce moment-là, l'immobilier va exploser et énormément de personnes vont vouloir habiter ici, en dehors de la ville et de sa cohue. Il va y avoir un énorme boom immobilier et on va construire trop de maisons. Donc du coup, c'est la classe moyenne noire qui va venir habiter ici. Et comme l'immobilier et le racisme ne font pas bon ménage, les Blancs vont quitter le quartier et du coup Harlem va devenir un quartier noir. En 1920, il y avait déjà plus de 60 000 Noirs qui habitaient ici. Alors là, on a un bel exemple des premières maisons qui se sont construites dans la ville, dans cette partie de la ville. Donc c'est vraiment l'architecture typique des maisons de la fin du 19e siècle. Les plus vieilles datent de 1882, il paraît. Et voici le musée d'histoire naturelle, rendu populaire par le film La nuit au musée. La première pierre du musée fut posée en 1874 et la construction dura 3 ans. Mais il sera réellement achevé que dans les années 30. Ça, c'est le hall. Le hall d'entrée. Voilà, je suis rentré dans le musée après 1h30 de queue et c'est un bordel, un gros bordel. Donc là, je suis devant la star du musée, le Tyrannosaure Rex, qui a été rendu célèbre par les 3 films de La nuit au musée. Elle est énorme la tortue. Wow. Alors je sais pas si ça rendra quelque chose. Et là, on a un Patago Titan de 57 mètres de long. Impressionnant. Et voilà la tête. Alors, dans les musées américains, on retrouve ce genre de scène, c'est ce qu'on appelle des dioramas. On reproduit le milieu naturel et on y met des animaux empaillés ou reconstitués. Alors c'est particulier, hein, donc c'est moche et c'est joli à la fois, c'est selon les goûts. En plus des dinosaures, j'ai beaucoup aimé la partie consacrée à l'Amérique précolombienne. C'est un beau musée, mais je suis un peu resté sur ma faim car il est très bruyant, bon, c'est un musée américain, et les objets exposés manquent cruellement d'explications. Il y a beaucoup de bouffe autour du musée. Et me voici désormais devant l'Empire State Building, rendu célèbre par le film King Kong. Avec ses 443 mètres de haut, c'est l'un des plus hauts buildings de New York. C'est le deuxième plus haut derrière le One World Trade Center. Il est resté le plus grand building du monde jusqu'à la construction des tours jumelles. Alors ce fut un exploit technique puisqu'il a été construit en 1 an et 45 jours, il me semble. Et ce fut un double exploit car il fut construit au tout début de la crise économique qui toucha durement le pays dès 1929. La construction mobilisa 4000 ouvriers qui travaillèrent 7 jours sur 7. 60 000 tonnes d'acier et 10 millions de briques furent utilisées. L'immeuble est percé de 6500 fenêtres et possède 73 ascenseurs ultra rapides. Durant la construction, 5 ouvriers perdirent la vie sur ce chantier pharaonique. Et parmi eux, aucun Skyboy, garçon du ciel, qui pourtant assemblait les poutres au-dessus du vide. Petite anecdote, en 1945, il y a un avion, un bombardier américain, qui s'est écrasé sur le 79e étage, faisant 14 morts. Il y a une autre couleur qui est là. Alors ici, on est beaucoup plus à l'étroit que sur le Rockefeller Center. Il y a beaucoup plus de monde, il n'y a pas de vitres comme on peut le voir ici. Par contre, la vue est à couper le souffle. On est beaucoup plus haut et ça vaut vraiment le coup d'œil.
le monde à 9h30. Je suis arrivé à 9h du mat. J'ai pas fait la queue, c'est déjà pas mal, mais en haut, après, c'est un peu la bousculade. Et un petit peu de verdure pour changer. Ici, c'est Union Square. Union Square, c'est la limite entre le nord qui est très quadrillé et le sud où les rues partent un petit peu dans tous les sens. C'est un parc très agréable si vous voulez venir pique-niquer. Il y a des sièges partout, il y a des tables de partout. Et puis il y a de la pelouse. Accessoirement, ça peut servir quand il fait beau comme aujourd'hui. Pour faire une balade plutôt sympa, on peut partir de Union Square jusqu'à Madison Square en longeant Broadway pour atteindre le fameux Flatiron Building. Donc on part d'Union Square, là c'est Broadway et tout droit on devrait tomber sur Madison Square. Voici le Flatiron Building avec sa forme si reconnaissable de fer à repasser. Il fut construit en 1902 et fait 87 mètres de haut. Pour changer d'air et prendre un peu de hauteur, venez vous promener sur la Highline Park qui traverse le quartier de Chelsea sur plus de 2 km de long. La Highline a été achevée en 2013. Elle reprend le tracé d'une ancienne ligne de chemin de fer qui s'est arrêtée de circuler en 1980. C'est les riverains qui, au moment où elle allait être détruite, se sont mobilisés pour la garder comme ça. Les architectes se sont librement inspirés de ce qui a été fait à Paris dans le quartier Bastille. Bon, mais si vous voulez chercher un coin où bouffer sur la Highline, voilà, avec vue, il y a des vitres qui donnent sur la route qui passe en dessous. C'est assez particulier. Voilà, l'ancienne ligne de chemin de fer qu'ils ont laissée. Au bout de la Highline, vous avez le Hudson Vessel. C'est la toute nouvelle attraction touristique de Chelsea. Alors c'est très joli, mais c'est un petit peu indéfinissable. C'est un énorme escalier posé au milieu des gratte-ciel. Il faut prendre les billets en ligne pour pouvoir y monter et s'y prendre si possible à l'avance. Ouais. Et maintenant, direction Times Square. Times Square se trouve à l'intersection de Broadway, de la 7e avenue et de la 42e rue. C'est sans conteste le cœur de New York et probablement le lieu le plus connu de la ville. Tous les jours se croisent plus de 365 000 personnes. En plus des publicités et des magasins, on retrouve autour de la place plus de 70 théâtres. C'est le journal le New York Times qui lui donna son nom. Alors ici, on est chez Leeds, le paradis de la casquette.
Bon, l'Empire la nuit, ça vaut le coup d'œil. Par contre ce soir c'était le bordel. Presque 1 heure pour monter, quasiment pareil pour descendre, c'était magnifique. Voilà, arrivé au World Trade Center, derrière moi il y a l'Oculus, c'est-à-dire la gare, la nouvelle gare qu'ils ont construite. Et juste ici vous avez le World Trade Center avec ses 1776 pieds d'altitude, qui est la date de l'indépendance américaine, ce qui fait à peu près 541 mètres de haut. Et voici l'intérieur de l'Oculus. Alors quelque chose d'insolite à 2 pas du World Trade Center qui se situe juste ici. Derrière moi, vous avez un morceau du mur de Berlin avec une œuvre du français Thierry Noir. Nous sommes toujours à Manhattan et derrière moi, vous pouvez voir un mémorial qui a été construit pour les Irlandais qui sont morts pendant la famine au 19e siècle et qui ont fui en masse à New York. C'est quelque chose d'assez insolite puisqu'on est vraiment au cœur de Manhattan. Derrière moi maintenant vous avez la rue qui s'appelle VC Street et ils ont reconstitué donc un petit coin d'Irlande au pied des gratte-ciels. Ah, elles ont quand même la classe, les bagnoles des flics aux États-Unis. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais finalement, ils ont de tout. Hein. Faut bien passer dans les petites rues. Voilà, embarquement pour la Statue de la Liberté. L'idéal, c'est de réserver son billet suffisamment à l'avance pour éviter toute la queue qu'il y a en milieu de journée. Donc l'embarquement se fait à Battery Park, mais avant de prendre le bateau, il faut passer par la sécurité. Si vous avez réservé, ne faites pas la queue pour rien, il faut passer sur la gauche et ça devrait aller. Alors par contre le contrôle de sécurité c'est pire qu'à l'aéroport. La Statue de la Liberté fut conçue en France par le sculpteur français Bartholdi, puis transportée et inaugurée aux États-Unis en 1886. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo que j'y ai consacrée. Voici le lien. Monter au piédestal. Donc voilà, en haut du piédestal, on est à 46 mètres d'altitude, donc il faut quand même se monter les marches. Et juste au-dessus de moi, on peut voir ça. Ah ouais, elle a un joli dos aussi. Après la statue, on reprend le ferry direction Ellis Island, qui était la porte d'entrée des États-Unis pour les candidats à l'immigration. Donc ici, on est dans la salle des bagages, là où tout le monde est débarqué. Donc Ellis Island, c'est une sorte de musée de l'immigration qui raconte d'où viennent les Américains. Ici, on est dans une salle qui explique que l'immigration, c'est sur 300 ans, entre le 15e et le 19e siècle, entre le 16e pardon, et le 19e siècle. Et les autres salles nous présentent comment un immigrant arrive, comment est-ce qu'il était traité, comment est-ce qu'on l'a examiné, etc. Ici, on se trouve dans la salle des enregistrements. Cette
cette pièce est tellement grande, on se croirait dans une gare. Ce musée retrace donc l'histoire de l'immigration aux États-Unis, comment on faisait le tri à l'arrivée, mais au final, il y avait à peu près 2% des gens qui étaient refusés et qui étaient renvoyés chez eux. Un tiers des immigrants restaient sur New York et l'autre partie émigrait dans le reste des États-Unis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, je vous amènerai voir Wall Street, Grand Central, la bibliothèque municipale, l'ONU, le Met, un porte-avions et bien sûr Central Park. A très bientôt et surtout, n'oubliez pas de rester curieux. What?